présence et ouverture. Pourquoi ce titre? Parce que les deux ailes de l'oiseau de la méditation bouddhique sont la présence attentive, ou pleine présence, et la bienveillance aimante, donc l'ouverture du cœur. Nous vivons dans un monde chaotique, en plein bouleversement, et nous en sommes tous troublés. La première nécessité est donc de nous poser et de laisser décanter. Et en persévérant dans la pratique, retrouver progressivement la limpidité naturelle de l'eau. Également de sa fluidité. Pour cela, cultiver la pleine présence, qui est le socle commun de toutes les méditations d'inspiration bouddhique. Il existe une seconde famille de pratiques bouddhiques, celle de bienveillance aimante. S'il n'était pas si galvaudé et difficile à entendre dans la société actuelle, on pourrait aussi bien utiliser le mot amour. De fait, dans le bouddhisme, l'image la plus courante pour illustrer l'attitude de bienveillance aimante qu'il s'agit de cultiver, c'est celle de la mère aimante vis-à-vis de son enfant. Notre monde est brutal et nous-mêmes, nous nous traitons sans ménagement. Il y a donc un véritable travail à faire pour retrouver notre bonté primordiale, l'ouverture, l'accueil inconditionnel à nous-mêmes, à tous les êtres et à tout ce qui est. Dans la tradition occidentale chrétienne, la spiritualité a longtemps été le seul fait des moines qui se sont fait copistes pour assurer la transmission. Plus tard, le message évangélique s'inscrivit sur d'autres médiums et fut, entre autres, sculpté dans la pierre. Après son éveil, le Bouddha a enseigné jusqu'à la fin de sa vie. Pendant plusieurs siècles, la transmission s'est poursuivie oralement entre les moines. Ce n'est seulement qu'après plusieurs générations que l'on commença à coucher les enseignements par écrit sur des feuilles de palme. Puis après des siècles de prolifération des gloses, les monastères bouddhiques ont contenu d'impressionnantes bibliothèques. Mais comme en Occident, la tradition bouddhique a aussi développé au fil des siècles une iconographie. La roue de la vie en est un des éléments les plus importants. Dans un monastère tibétain, on la trouve couramment peinte sur un mur de l'entrée. On peut y voir une sorte de récapitulation didactique des enseignements de la psychologie bouddhique. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur les différents composants de cette roue de la vie.
À l'ère du numérique, nous disposons d'outils sophistiqués pour composer et animer les écrans. Convaincu depuis fort longtemps des vertus didactiques du multimédia numérique, j'aimerais tirer parti de celle-ci pour vous accompagner dans une pratique juste de la méditation, en clarifiant de façon non religieuse les racines bouddhiques de cet art de vivre. Certaines des personnes à qui je transmets lisent peu, voire pas du tout. Or, il est pourtant indispensable d'étudier, de questionner sa pratique. C'est donc d'abord à leur intention que m'est venue l'idée de réaliser des présentations en voix off. D'un esprit fondamentalement visuel, je privilégie une approche par l'image. Photographie, illustration, schéma, animation, vidéo. Et j'aime bien me définir comme accompagnateur en méditation. Un accompagnateur en montagne n'est pas nécessairement un alpiniste de haut vol, mais quelqu'un doté à la fois d'une expérience solide et d'une bonne connaissance du terrain, donc à même de vous montrer par où passe le sentier, quels sont les risques qu'on y court et comment, de préférence, les éviter. Les vidéos des listes de lecture méditation vous guident dans la pratique de la méditation par toutes sortes de conseils et d'images. La magie de l'illustration et de l'animation, c'est de pouvoir rendre visible l'invisible. Regardez ce méditant. Son corps est parfaitement immobile. On dirait bien qu'il en va autrement de son esprit, non ? Oh là là, le mental s'emballe. Ah, ça va mieux. Retour à la présence nue. Les vidéos de la liste de lecture bouddhisme expliquent, avec ce même parti pris visuel, les principes du bouddhisme qui sous-tendent la méditation. Ensuite, pour vous mettre le pied à l'étrier, la liste de lecture guidance vous offre des méditations guidées. Enfin, la liste de lecture avec le vivant se propose d'explorer nos rapports avec tous les êtres non humains et comment ces rapports doivent évoluer si nous voulons avoir une chance de conserver un minimum d'habitabilité à la biosphère qui est notre confinement ultime. Revenir au corps et respirer. Écoutez pleinement le temps de quelques cycles d'inspire-expire. Parmi les gens qui pratiquent avec moi,
très peu ont les moyens de s'offrir des stages de méditation qui, en règle générale, coûtent couramment entre 100 et 200 € la journée, sans compter frais annexes et dons à l'enseignant. Et l'empilement actuel des crises de tous ordres ne fera, à l'avenir, que restreindre la population susceptible d'accéder à ces stages. Si la vie du Bouddha historique ne nous est connue que par des récits légendaires tardifs, il semble néanmoins acquis que l'un de ses gestes les plus forts politiquement, dans une société indienne régie par le système des castes, aura été de s'adresser à toute personne de bonne volonté, sans aucune discrimination de classe sociale. Dans cet esprit, cette chaîne est donc aussi motivée par la volonté de rendre accessible à tous. J'y partage mon expérience pour que vous puissiez commencer à bien pratiquer, même si vous n'avez pour l'instant aucun budget à y consacrer. Le rythme du montage vidéo pratiqué ici ne correspond en rien à la norme YouTube. Dans ce monde dit connecté, des flots d'informations déferlent sans relâche sur nos cerveaux saturés. Au final, ne sommes-nous pas déconnectés ? Si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous soyez las de cette surcharge cognitive, que vous aspiriez à vous poser et à vous relier à qui vous êtes vraiment. Ayant pris fait et cause pour l'écologie à peu près en même temps que je m'engageais dans la pratique de la méditation, j'aimerais faire dialoguer ces deux disciplines, qui peuvent se rencontrer sur bien des points. Présence attentive, lucidité, renoncement, interdépendance, vulnérabilité, compassion et bien sûr responsabilité, éthique, engagement, action juste et prendre soin. Je suis frappé de retrouver beaucoup de ces mots-clés chez Corinne Pelluchon, cette philosophe qui pense ce que pourrait être un futur âge du vivant. Dans son éthique de la considération, elle écrit : La situation écologique actuelle est tragique. C'est pourquoi les traits moraux comme la persévérance, la force d'âme, l'optimisme, le courage, la générosité sont essentiels pour lutter contre les forces qui poussent les êtres à ne rien faire, à se réfugier dans la consommation et à entretenir un système qu'il est désormais impératif de remplacer. Malheureusement, aujourd'hui, méditer avec le vivant, c'est méditer avec les dérèglements silencieux qui, depuis des décennies, affectent la biosphère. Pour affronter la crise présente et préparer le futur, il nous faut comprendre le passé. La crise sanitaire liée à la pandémie n'est que l'arbre qui cache la forêt.
c'est la brutalité de l'extractivisme. L'arrogance de notre prométhéisme. Et l'exploitation à outrance dans notre civilisation thermo-industrielle qui sont responsables de la dévastation des écosystèmes, de l'effondrement de la biodiversité et du dérèglement climatique. Cela se traduit déjà en de nombreux endroits de la planète par des pénuries en eau, en ressources alimentaires. Des territoires deviennent inhabitables, ce qui pousse leurs habitants à la migration. À l'horizon 2050, les migrants climatiques sont estimés à plus de 200 millions. La psychologie bouddhiste peut nous éclairer sur les raisons qui nous ont conduits à nous fourvoyer dans l'Anthropocène, qui aboutit à cette crise de civilisation dans laquelle nous sommes plongés. Par exemple, les 3 poisons de l'esprit qui se trouvent au moyeu de la roue de la vie. Aversion, avidité, aveuglement. Par ces temps très angoissants de multicrises, le dévoiement le plus courant de la pratique méditative, c'est la méditation cocooning. Dans une optique de développement personnel, chacun se replie et se confine dans un terrier. Une bulle de confort qu'il s'aménage à l'abri du chaos du monde. Or, l'attitude fondamentale au cœur de la méditation est d'être un avec ce qui est. Il y a cette belle formule. Je ne sais plus si je l'ai lue chez Christian Singer ou chez Christian Bobin, et je la cite de mémoire, approximativement. Tisser ensemble les fils de l'horreur et de la merveille. Une formule qui est le fruit d'une spiritualité authentique, au sens où elle provient d'au-delà de l'ego, puisque celui-ci discrimine dans la réalité, rejetant le désagréable et s'agrippant à l'agréable. Corinne Pelluchon écrit dans son introduction: le décalage entre ce que nous savons et ce que nous faisons, la rationalisation et le refoulement des émotions négatives montrent qu'une guerre se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Dans un monde qui, au nom d'une soi-disant rationalité, à des fins d'efficacité et de productivité, nous engage implicitement à nous couper de nos émotions, la méditation s'avère très précieuse pour aller à la rencontre des affects à minima pénibles, mais très certainement violents, que la situation fait naître en nous. Colère, tristesse, déploration, sentiment d'impuissance, sidération, perte de sens, découragement, peur,
Deuil. Angoisse. Éco-anxiété. La méditation est également capitale pour ne pas nous laisser submerger par l'incessant travail de deuil de ce qui a déjà disparu, disparaît en ce moment et disparaîtra dans le futur. Le processus est le même que lors du deuil d'un être cher. Sauf qu'ici, c'est à la fois intime et universel, puisque l'être cher est la biosphère sans laquelle nous ne serions rien. On peut reprendre les étapes du deuil décrites par la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross, en gardant bien à l'esprit que tout le monde ne vit pas nécessairement chacune des étapes et qu'elles peuvent être traversées dans des ordres différents. Notre situation dans l'Anthropocène est totalement inédite depuis l'apparition d'Homo sapiens sur la Terre, au point que certains des monstres émotionnels que nous devons affronter, jusqu'à récemment, ne portaient même pas de nom. Le philosophe australien Glenn Albrecht a remédié à cela en inventoriant le psychotératique, c'est-à-dire les émotions négatives ou positives causées par l'état de l'environnement sur Terre. Il a ainsi proposé de nouveaux termes pour les divers affects violents liés aux forces de destruction. Terra Fury, la colère contre les forces autodestructrices de notre société. Tierra Trauma, une émotion aiguë ressentie au moment d'une atteinte environnementale. Topo-aversion, le sentiment d'aversion à l'idée de revenir dans un endroit aimé après qu'il ait été dévasté. Météore-anxiété, l'angoisse causée par la fréquence et la violence des événements climatiques extrêmes. Solastalgie, la désolation provoquée par l'état de son environnement proche et la détresse due à l'absence continue de consolation. Terreur globale, une anxiété extrême dans la perspective d'un avenir apocalyptique. Mermérosité, un état chronique d'anxiété au sujet de l'extinction possible du monde familier. Tiéracide, l'extinction des formes de vie évoluées sur Terre. Mais Glenn Albrecht recense et aux besoins nomme également toute une gamme d'affects liés aux forces de vie. Topophilie, la joie esthétique d'être en lien avec un paysage ou un lieu. Endémophilie, l'amour que portent les gens au lieu où ils vivent à l'échelle locale et régionale. Biophilie, l'amour de la vie et des processus biologiques. Écophilie, l'amour de l'écosystème total. Tierraphilie, l'amour de la terre. Soliphilie, la solidarité de tous envers tous dans un sentiment d'unité et l'engagement qui en découle à protéger les écosystèmes. Euthyérie, le sentiment réconfortant d'union avec la terre et les forces vitales
dans une sorte de sentiment océanique. Symbiophilie, l'amour pour la vie en interconnexion avec tous les êtres vivants. Glenn Albrecht appelle de ses vœux la transition depuis l'Anthropocène vers une nouvelle ère de symbiocène construite à partir de tous ces affects reliant à la vie. Il la définit ainsi. Le symbiocène sera une ère caractérisée par l'intelligence et la pratique humaine répliquant les formes et les processus symbiotiques, se renforçant mutuellement pour reproduire la vie dans les systèmes vivants. Cette période de l'existence humaine connaîtra une affirmation positive de la vie et offrira la possibilité de la réintégration complète du corps humain, de sa psyché et de sa culture dans le reste de la vie. C'est en évitant la solastalgie et les autres émotions psychothérapiques négatives qui abîment la psyché que nous pourrons entrer en symbiocène. Rencontrer vraiment les affects pénibles pour retrouver ensuite le chemin de la joie. Dans le combat écologique, le philosophe norvégien Arne Næss, en bon disciple de Spinoza qu'il était, fut sans doute le premier à insister sur la centralité de la joie. Dans son Écosophie, il écrit « Il se pourrait que la prétendue réalité physique, ainsi que la qualifie la science moderne, ne soit qu'une construction abstraite de la réalité mathématique, une réalité à laquelle nous sommes totalement étrangers et dans laquelle nous ne vivons pas. Notre environnement vivant est constitué de couleurs, d'odeurs, d'objets laids ou au contraire magnifiques. Et c'est une pure folie que d'y rechercher un objet entièrement dépourvu de couleurs, d'odeurs ou de toute autre qualité sensible. Cette problématique présente une immense importance culturelle, car elle pose la question de la réhabilitation du monde sensible tel qu'il est vécu par les êtres humains. Ce monde coloré et joyeux qui tisse la trame de nos vies quotidiennes. Où se situe la joie dans un monde de faits ? Au centre. La méditation, par laquelle nous nous entraînons à lâcher le mental pour revenir habiter pleinement le corps, résonne complètement avec cette réhabilitation du sensible prônée par Arne Næss. Récemment, l'écologue Jacques Tassin a consacré un livre à cet indispensable retour au sensible. Il écrit dans sa conclusion : comme la main précède l'outil, le sensible précède la raison. La libération de la main par l'acquisition de la station debout, libérant la gestuelle, a libéré la parole. La libération du sensible, par une nouvelle élévation de l'être, pourrait libérer l'homme trop enfermé dans sa raison pour compenser son inadaptation au monde. Mais le sensible revient, et son retour dans la marche des humains correspond, faut-il s'en étonner, au respect de la femme et des valeurs jugées féminines. Dans la philosophie platonicienne, rappelle la philosophe américaine Caroline Merchant, la nature était féminine et l'idée était masculine.
Le mâle blanc, dominateur, prométhéen, machiste, n'a pas su veiller sur la terre. Ces valeurs jugées féminines, n'est-il pas urgent, qu'hommes et femmes nous les cultivions de concert? Finalement, maintenant que la pandémie a révélé au monde entier notre vulnérabilité, la chance de cette situation n'est-elle pas d'ouvrir au plus grand nombre un chemin d'humilité, d'attention et de bienveillance pour développer un nouveau rapport avec ce qui peut encore être sauvé du vivant? Donnons une dernière fois la parole à Corinne Pelluchon. Une éthique des vertus, développant les dispositions morales qui font naître en chacun la reconnaissance de sa vulnérabilité et de la valeur propre des autres vivants et des autres cultures, est capable de nous faire passer du nihilisme à l'âge du vivant et à la considération. Par la pratique méditative, à partir d'un sol et d'une lucidité retrouvée, une fois embrassé la souffrance de tous les êtres, dans tous les règnes, en prenant appui sur la compassion, nous pouvons enfin passer à l'action pour tenter de construire un avenir sur une planète qui, quoique sévèrement dégradée, reste habitable pour l'humanité et pour le plus grand nombre d'espèces. Tout le reste n'est-il pas secondaire, puisqu'une terre inhabitable le réduirait de toute façon à néant? Mais revenons sur Terre. Cette image est le fruit d'une rencontre inattendue sur un plateau de Haute-Loire. En ces lieux, les vents sont parfois redoutables. On le voit d'ailleurs à l'inclinaison du tronc de l'arbre. Mais il tient bon, très bien enraciné, et j'aime sa façon d'être en rapport à l'espace. Il nous montre l'exemple, à nous autres méditants. Enraciné dans la terre, érigé vers le ciel, et en lien avec l'espace.